C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, Antoine Guédou Vicitogbe, vous êtes au Bénin, vous avez su comme tout le monde que désormais Louis-Philippe Oundéyon est déposé en prison après toutes les péripéties que vous avez sans doute suivies également. Qu'est-ce que cela de moins vous inspire tout cela? Vous savez, si j'étais à la place du pouvoir, je n'allais pas faire ça. En ce moment où, bon, tout le monde pense qu'il y a trop d'arrestations. Vous êtes franc, vous êtes honnête sur ce que vous dites, M. Guédou? Si j'étais à sa place, je n'allais pas faire ça. C'est pas tout le temps qu'on frappe les enfants. Parfois, on donne des conseils. Et c'est pas parce que vous avez une arme que vous allez obligatoirement l'utiliser. Vous comprenez? Et nous devons éviter de tomber dans le piège du pouvoir. Là, vous vous adressez à Oundéyon? Je m'adresse au peuple en général. Et je voudrais dire ceci au passage. Le pouvoir a intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que quand on arrête un général, c'est un gros morceau pour vendre la peur au peuple. Je vais simplement appeler les populations à ne pas avoir peur. Je vais simplement leur demander de ne pas tomber dans le piège du pouvoir. Voilà ce que je peux vous dire. Quant à ce qu'on reproche à Oundéyon, bon, on verra. Nous sommes dans un système contradictoire. Il va apporter sa défense. Les autres vont pas, on va voir. On laisse la justice. Est-ce que des sujets comme celui-là peuvent être objet d'agenda ou d'activité du cadre de concertation? Du cadre de concertation. Vous savez, et pour nous, ça ne peut pas être le principal. Non, on n'a pas dit principal. Est-ce que vous pouvez vous y intéresser, en parler? Mais le fait de vous dire, oui. le fait de vous dire, laissons le dossier évoluer, n'allons pas dans la précipitation. Je suis collé en agenda déjà. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On vient de l'arrêter, on l'a déposé en prison, ils ont dit qu'il y aura un procès en bonne et due forme. Oui. Tenons-nous à ça. Mais on a les chefs d'accusation, déjà. Incitation à la rébellion, harcèlement par voie électronique. Est-ce que c'est que vous avez peur aussi d'aborder le sujet ou? On n'aborde pas de façon hâtive un dossier qui est en justice. Vous avez compris? Il faut connaître les éléments. Il a des avocats. Nous resterons en concertation avec ces avocats pour voir l'évolution du dossier. Nous allons aussi discuter entre nous. Au moment venu, nous aviserons. Pour le moment, nous n'allons pas tomber comme un chat sur une souris pour dire voilà, non. Oui, mais avant la case prison, vous avez suivi les péripéties. Est-ce qu'il méritait d'être arrêté, Louis-Philippe Oundéyon? Ce n'est pas une question de mériter ou de ne pas mériter. Quand le régime Talon veut vous arrêter, il vous arrête. Mais c'est seulement la justice qui va nous dire, il ne mérite pas. Et nous allons voir par rapport aux éléments de droit qu'on nous a présentés, si c'est fondé. Mais pour l'instant, la justice l'a mise en prison et la justice n'a pas dit retourner le dormir chez lui. Il y a quoi à faire d'autre? C'est un juge qui décide de le relaxer, de le poser sur convocation ou de le déposer en prison. C'est pas nous. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est ça le vrai problème. Est-ce que vous considérez comme certains que c'est encore une énième violation des droits humains au Bénin ici? Et là où on peut parler en fait de droits humains, c'est la procédure qu'on reproche au gouvernement. Attendre la nuit pour s'introduire chez les gens, pour les prendre, ou bien se transformer en coupeur de route, pour les prendre à des carrefours, on a toujours reproché ça. Louis-Philippe Oundéyon
est au Bénin. Il a construit au Bénin. Moi, j'aurais préféré qu'on encercle certes sa maison pour l'empêcher de partir, mais dans le même temps, qu'on lui donne une convocation pour qu'il s'y rende lui-même. Au lieu de dire, on encercle, on attend jusqu'à 20h et puis on le prend, pourquoi? Ça sert à quoi? Il a été quand même le directeur général de la police dans ce pays. Et jeter de l'opprobre de cette manière sur tous les cadres, ce n'est pas bien. Et je me rappelle que le président Patrice Talon avait dit à un moment donné que lui, il veut qu'on prenne telle disposition, que demain, un petit policier se lève pour faire ci, pour faire ça à un président. Il avait dit. Mais il ne sait pas que les autres aussi méritent cette précaution. Ce n'est pas bon. En dehors de ça, ils l'ont arrêté. Ils l'ont envoyé devant la justice. Il y a des gens qu'on a pris pendant 3 jours, 4 jours, on ne savait pas où ils étaient. C'est déjà bien qu'on connaisse l'itinéraire. Est-ce que vous pensez que pour éviter ce qui arrive, on aurait pu prendre des dispositions pour éviter qu'il continue à multiplier ses interventions et du coup nous mettre à l'abri de cette arrestation qui, d'une manière ou d'une autre, malaise un peu le climat? Quand vous parlez de multiplier, vous avez tendance à dire que c'est la multiplication qui a donné ça. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il parle dans la République comme tout le monde. Il parle dans la République comme tout le monde. Maintenant, on a parlé de harcèlement. Quel est le contenu qu'on donne à ça? On le saura. Donc, pour vous, c'est un peu comme un frein à la liberté d'expression, cette arrestation, cette affaire Moundéon. Par ailleurs, quoi. Je dis que ce n'est pas parce qu'on est dans les armes qu'on les utilise. Le gouvernement aurait pu faire autrement. Pour des raisons de cohésion sociale. En ce moment où la paix est véritablement menacée, le président Patrice Talon va vous dire que la paix n'est pas menacée. Mais si ça lui fait plaisir de verser chaque fois le sang de ses citoyens, il n'a qu'à continuer. Vous voulez quoi? Je crois qu'on est dans la dernière ligne droite de cette émission, Monsieur Antoine Guédou. Rapidement, pour revenir sur un de vos objectifs, le retour des exilés. Comment est-ce que vous voulez vous y prendre? Pour la plupart qui ont des affaires avec la justice et tout, comment est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est juste un objectif que vous avez mis? Il y a 2 qui sont en prison. 2 exilés ou? Non, je ne parle pas d'exilés. Je dis il y a 2 qui sont en prison. Madame Madougou et Monsieur Joël Aïvon. Et d'autres personnes aussi. Non, qui n'ont aucune raison d'être en prison. Parce que le groupe de travail de l'ONU a demandé de les libérer. Et ayant ratifié ces documents-là, le Bénin devrait les libérer automatiquement. Mais le président Patrice Talon ne respecte rien. Monsieur Boni-Yayi, à l'époque, n'a pas respecté grand-chose aussi. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du Parti des démocrates. Qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? Dites-moi. Il y a eu des décisions. De l'ONU, ou bien d'une institution supranationale. Donnez-moi un exemple. Il y a eu, dans l'affaire, toujours Patrice Talon, je crois. Affaire Patrice Talon. Il n'a pas respecté. Comment Patrice Talon est rentré dans les fonds de condamnation? Oui, il n'a pas respecté. Non, dites pas des choses comme ça. Peut-être qu'il ne l'a pas fait avant de partir, parce que vous savez que cette affaire est venue à quelques mois de son départ. Vous le savez bien. Mais l'État est continuité. L'État est continuité. Donc, ce que je voudrais vous dire, à supposer même que Boni-Yayi n'ait pas fait ça hier, si le peuple n'a plus renouvelé sa confiance au candidat de Boni-Yayi, c'est pour cause.
est-ce que quelqu'un d'autre va venir faire pire? Est-ce qu'il y a une solution à la résistance de Patrice Talon aux décisions de justice, aux appels à l'intérieur pour libérer ces gens? Est-ce qu'il a une solution à ça? S'il ne fait rien, s'il campe sur sa position. Ça passe crème, on fait avec, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'elle est la solution? Non, je demande qu'est-ce que vous nous proposez? Nous ne sommes pas du cadre, nous ne sommes pas politiciens. Mais nous allons constater comme tout le monde. Vous savez, dans une société, il y a des règles préétablies, dont l'inobservation est sanctionnée. Mais lui, il refuse de respecter tout. Parce qu'il sait que ceux qui doivent le sanctionner ne pourront pas. Les magistrats ont aujourd'hui une peur bleue de lui. Parce qu'il a envahi le Conseil supérieur de la magistrature d'halogène. Il tient leur carrière. Et en dehors de ça, il y a la dose de corruption. C'est Batam aussi qui nous a enseigné ça. C'est pas moi qui le dis. Il semble que Patrice Talon vous dépasse de très loin, non? Qu'est-ce que vous avez? Il se dépasse, il ne nous dépasse pas. Si vous voyez des gens dans votre maison et refusent de respecter les tests et fait ceci, cela veut dire qu'il vous dépasse. Non, il se dépasse, il va se faire rattraper. Vous laissez le temps au temps, c'est ça, juste ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À moins de vouloir menacer gravement la paix. Non. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Il faut privilégier la négociation. Et tout le monde verra que c'est lui qui est l'entrave à la paix. Monsieur Antoine Guédou Vissetogbe, vous avez eu quelques, je vais dire, soucis avec la Sénat qui... Aujourd'hui, où en êtes-vous? Parce que finalement, encore dans le cadre... Le parti GSR. Le parti GSR est dedans, le parti Nouvelle Force Nationale aussi est dedans. Est-ce que le cadre ne part pas déjà avec 2 pieds cassés? Vous savez, je vais vous dire, hein, cette affaire de la Sénat-là, c'est fait à dessein. Ah oui? Comment? Ah oui, c'est fait à dessein. Et je voudrais, parce que quand les gens font bien, il faut le dire, hein, je voudrais remercier le président de la Sénat pour avoir repris le travail qui a été mal fait. Ah d'accord, ça a été repris. Oui, ça a été repris. La Sénat est passée dans nos sièges. Parce qu'elle a dit que vous n'avez pas de qu'on n'a pas de siège du tout. On vous a vu nulle part. Maintenant, elle est passée dans nos sièges. C'est moi-même qui les ai reçus au siège national. Je les ai envoyés vers les collaborateurs pour les recevoir au siège départemental du Zou. Okay. Et au siège départemental du littoral, et je leur ai indiqué qu'il y avait le siège départemental du Borgou, le siège départemental des collines, le siège départemental de l'Atlantique, qui sont déjà là physiquement, mais qui sont en voie d'être fonctionnels. Parce que pour des gens qui n'ont pas le financement public, ce n'est pas facile. Pourtant, la loi prévoit que vous avez des sièges dans tous ces départements. Mais la loi ne nous dit pas, la loi ne nous enferme pas dans un délai. Vous comprenez? Ah oui, la loi ne nous enferme pas dans un délai. Et ce qu'on doit faire, lorsqu'on n'a pas de siège, la loi l'a encore dit. C'est l'article 30 de la charte des partis politiques. Il dit, vous n'aurez pas le financement public. Et ça, on nous l'applique déjà. Il ne peut pas avoir cumul de peine. Ce n'est pas bien. Et finalement... Mais ce que je vous ai dit, oui, ce n'est pas là le problème. Mais le fait que la Sénat ait dit qu'on n'a pas du tout de siège, oui, c'est là la gravité. Et je vous ai dit... C'était une intrigue politique? C'était une intrigue politique. Parce que le lynchage médiatique était trop fort. Et quand je les ai reçus au siège, j'ai eu la chance d'avoir encore dans la délégation le rapporteur de la Sénat, la dame qui a semé la confusion. Et quand ils sont venus, je suis sorti de ma résidence pour aller les rencontrer. Et déjà, devant, je leur ai montré la plaque. J'ai dit, vous voyez, une plaque qui s'étend sur plus de 4,50 mètres. C'est grand, écrit au bord d'une grande voie. Comment vous avez fait pour ne pas voir ça?
Il a suffi de dire ça pour qu'elle réagisse. Pour qu'elle me fasse voir son complexe de supériorité. Mais je lui ai dit tout de suite non. Elle dit non, madame. Vous ne mesurez pas la portée du préjudice que vous avez créé au parti en faisant orchestrer ce lynchage médiatique-là. Je lui ai dit. Finalement, on s'est assis, ils ont eu les documents qu'ils veulent, ils font, bon, c'est ça. Donc aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, on n'a pas les 12 sièges, mais notre programmation est telle que d'ici à la fin de l'année, si on n'a pas les 12, on s'approchera des 12. Mais la Sénat ne peut pas dire que nous n'avons pas de sièges au moment des faits. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, nous arrivons au thème de cet entretien, Monsieur Antoine Guédou Visséré-Togbe. Votre mot de fin? Mon mot de fin sera pratiquement une répétition. Je prends la communauté nationale et internationale à témoin pour dire au président Patrice Talon, pour lui demander d'être dans la même prédisposition que nous en 2019 pour ne pas brûler ce pays qu'il a dirigé, qu'il aura dirigé pendant 10 ans. Voilà ce que le seul mot de fin que j'ai, c'est ça. Vous n'avez rien à dire Pour d'aucuns, c'est un creuset fédérateur et pour d'autres, un mort-né de plus. Le cadre de concertation de l'opposition béninoise est-il la réponse adéquate face à la difficile équation des élections générales? Nous y répondrons avec Antoine Guédou Visséré-Togbe, président du parti GSC à grande solidarité républicaine, dont la main, mais désormais et surtout porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. Et pour cette émission qu'on démarre aux heures chaudes de l'arrestation de l'ex-directeur général de la police nationale, Louis Cécy Philippe Rondignon, je suis avec Virgile Arancet. Bonsoir. Ou bonjour. Bonjour, Peace. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Okay. Bonjour, Président. Bonjour, Peace. Bonjour, Virgile. Bonjour, Président. Comment vous allez aussi? En forme. Je vais bien, moi. Ok, super. Virgile Arancet, je vous laisse démarrer l'émission. Alors, Président Visséré-Togbe, désormais porte-parole du cadre de concertation. Un cadre de concertation, pourquoi? Vous savez, depuis un certain temps, ça ne va pas dans le pays. Et comme on le dit souvent, l'union fait la force. Nous avons parlé individuellement, tout comme beaucoup d'autres corps, la société civile, la confession religieuse, et que sais-je encore, mais ça ne passe pas. Nous avons estimé que nous devons désormais nous mettre ensemble pour faciliter le dialogue et la concertation entre les membres de l'opposition pour parler d'une seule voix. Et ainsi, aider le président Patrice Talon, si je peux le dire ainsi, à écouter son peuple. Ne pas le laisser à ceux-là qui l'entourent et qui risquent de l'empêcher de prendre les bonnes décisions. Voilà un peu notre objectif. Nous avons nos objectifs, c'est résumé en 7 points. Je ne vais pas tout citer ici, mais l'objectif principal, je vous l'ai dit, et nous voulons atteindre un résultat. C'est la défense de la démocratie, c'est la restauration des libertés, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est le retour des exilés pour que nous puissions tous travailler ensemble à construire la nation. Disons les mêmes objectifs, ce qui change, c'est juste la création du cadre. C'est normal.
S'il n'y a pas convergence, on ne peut pas se mettre dans le cadre ensemble. C'est parce que depuis toujours, nous avons eu des objectifs convergents que nous nous mettons dans l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait et nous nous sommes dit, nous, voilà comment nous voyons les choses. Nous l'avons dit individuellement et maintenant nous nous mettons ensemble pour le dire. Mais pour que ça n'aille pas dans tous les sens, nous nous mettons dans un cadre pour faciliter la concertation et le dialogue. Dites, vous parlez de faciliter la concertation et le dialogue, parler d'une même voix et tout. Et déjà, pour démarrer, tous les partis politiques membres de l'opposition ne s'y retrouvent pas. Je veux dire, sinon les autres mouvements politiques, encore que par rapport aux mouvements politiques, il y a un débat qui se fait selon que ils ne sont plus, ils ne devraient plus exister, ils devraient plus compter. Donc, comment se fait-il qu'on veuille parler d'une même voix en laissant sur le carreau d'autres? Vous savez, je vais commencer par les mouvements politiques. En matière d'existence physique, les mouvements politiques ne sont plus là. Et l'article 49 de la charte des partis politiques est clair là-dessus. Oui. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont des opposants et qu'ils peuvent collaborer avec les partis politiques régulièrement enregistrés ou se faire entendre. Les partis politiques peuvent être leur porte-voix pour discuter du minimum de ce sur quoi on peut s'entendre et c'est ça que nous portons nous autres. Maintenant, le second pan. Est-ce que ce n'est pas une illégalité? Quoi? Une caution à l'illégalité. Merci. Ah non. Et je ne sais pas. Ils peuvent être des alliés des partis politiques, comme ils peuvent être des membres des partis politiques. Le problème ici, c'est qu'ils n'ont pas droit à la parole, c'est tout. Ils n'ont pas droit à la parole, comment? Officiellement. Légalement. L'État ne les prend pas comme des entités juridiques considérables au regard des tests. Mais, ils ont la liberté d'expression. Ils doivent contribuer à la construction de la nation. Et c'est ça, c'est ce point-là qui est important. Mais les seules personnes habilitées aujourd'hui au Bénin, au regard de la loi, à parler de la chose politique, ce sont les groupes et les formations politiques. Vous avez bien dit à parler. Je n'ai pas dit à parler, moi. J'ai dit qu'ils peuvent être des collaborateurs externes des partis politiques, comme ils peuvent rentrer dans un parti politique. Tout ça, là, ça se négocie. Mais, ok, d'accord. Si tout ça se négocie et que, de fait, vous voulez collaborer avec eux, pourquoi vous n'en prenez qu'un seul pour avancer avec? Celui notamment de Monsieur Daniel Eda. Non. Et est-ce qu'on vous a dit qu'on a rejeté les autres? Non. Chacun a son calendrier. Et nous ne prenons que ceux qui veulent pour le moment. Vous avez invité, par exemple, la génération Aïvo, vous avez invité le mouvement libéral, le libéral de Richard Boni-Ourou. Génération Aïvo était avec nous dès le départ. On échangeait. Mais lorsqu'on a voulu formaliser, ils ont estimé, la génération Aïvo a estimé que son chef est en prison et que ce statut-là ne lui permet pas de faire certaines choses pour le moment. Le statut de membre du cadre de concertation. Non, le statut que leur le prisonnier de leur leader actuellement. Et que eux, à côté, ils peuvent pas continuer. Et cette façon de faire qui paraît un peu une réjouissance. Donc, ils sont solidaires de ce qui est arrivé à leur patron. Nous aussi, nous sommes solidaires à ça, d'une certaine manière. Mais la nation ne va pas s'arrêter. Nous avons vu sous d'autres cieux. C'est parce que les gens ont beaucoup lutté que sorti de prison, Mandela est devenu président. Donc c'est eux qui ont refusé, et le mouvement de libéral. Je peux vous dire que c'est pour vous dire simplement qu'on a travaillé avec eux, parce que vous comprenez que, en réalité, la génération, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la concertation, la plupart,
était membre du Front pour la restauration de la démocratie. Et on avait toujours travaillé avec Génération Aïvo. Maintenant, on a élargi et les objectifs ne sont plus forcément les mêmes aussi. Donc ça a changé de nous. Et sans que vous évitez ma question. Je n'évite pas votre question. Je dis que, étant des amis, vous savez... Vous ne fonctionnez qu'avec... Sa question, elle était quand même très précise. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas associé le mouvement libéral de M. Boni Richard Roro? Vous essayez de répondre à toutes les autres, sauf à celle-là. C'est de ça qu'il parle, en fait. C'est de ça qu'il parle. Oui. Non, écoutez, quand vous voulez démarrer, vous ne démarrez pas avec tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui ont entendu et qui veulent arriver vont arriver. Ah bon, donc personne n'a rejeté personne. C'est un appel public que vous avez lancé pour inviter les autres. On n'a rejeté personne. Ça se fait. Mais qui savait que ce cadre de concertation était en train de se faire? Nous sommes en politique. Oui. Et vous savez que ces choses-là se font d'abord par affinité habituelle. On avait déjà commencé par travailler avec Génération Aïvo. On a commencé par travailler avec FCBE à Golden Slip. Et le cercle va s'élargir. On a consulté, on a envoyé des émissaires. Vous avez dit FCBE. Oui. Eux non plus, ils n'étaient pas là. Mais je vous dis qu'on les a consultés et qu'ils étaient avec nous à Golden Slip. C'est vrai, il y a eu un petit malentendu. Parlons-en. Il s'agit de quoi de ce... Non, c'est pas des choses qui se traitent sur la place publique, mais ils savent. Il y a eu un malentendu. Il faut reconnaître qu'ils avaient raison. Entre nous, nous en avons discuté. Nous avons dit qu'ils ont raison. Et personnellement, je suis allé vers Paul Moupin. Vous dites, vous avez raison. Mais quand c'est un problème national, laissons nos intérêts personnels et parlons. Oublions-nous un peu. Je lui ai dit, mais il a choisi de ne plus arriver aux réunions. On fait quoi? On arrête la nation? Donc, ça fait partie du chantier, des premiers chantiers du cadre de concertation. Ça fait partie des premiers chantiers. On a fait plusieurs réunions. Essayer de rallier tout le monde. Il s'agit de rallier tout le monde. Et qu'en est-il de... J'ai joué à suffisance ce rôle-là. Qu'en est-il de Monsieur Candida Zanaï? Il vous dira avec que son parti, je me suis déplacé l'espoir. plusieurs fois pour aller le voir. Candida Zanaï ou pas? Candida Zanaï. Oui. Aussi. Je me suis déplacé, j'ai échangé avec lui sur la nécessité qu'on taise les querelles et qu'on se mette ensemble. Et que vous avez... Mais les gens ont leurs principes et leur calendrier. S'ils sont pas prêts, nous n'allons pas tout arrêter. Par rapport à Monsieur Candida Zanaï, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit pour qu'il ne se retrouve pas dans ce cadre Vous de savez, concertation? je vais vous dire ceci. Je vous ai dit de façon laconique que je l'ai vu sur la nécessité. Monsieur Candida Zanaï? Bien sûr. Ok, d'accord. Je me suis déplacé 2 fois pour aller chez lui. Je ne m'en cache pas. C'est vrai qu'il m'a fait aussi le retour. On a échangé. Et je lui ai dit, bon, et si on peut taire nos querelles et nous mettre ensemble, ce serait bien. Et le Parti communiste du Bénin? Il faut avouer que je ne peux pas dire exactement que c'est le Parti communiste du Bénin. Mais M. Métognon et nous, on a parlé, moi personnellement, d'autres ont parlé avec lui, on a parlé, et bon, c'est ces questions-là qu'on a fait. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, chacun a son calendrier. S'ils ne sont pas encore prêts, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Mais cela veut dire au moins que ils ont tous, autant qu'ils sont pas avec vous, autant ils ont de réserves par rapport à votre initiative. Est-ce que de base, ça n'édulcore pas un peu l'esprit même oui, du cadre de concertation? Pas du tout. Vous avez un échantillon, un groupe. Vous avez décidé de consulter tout le groupe. C'est pas évident que tout le monde parle de la même voix. Mais ce qu'on considère, qu'est-ce qu'on a pu réaliser comme score? Est-ce que ça permet d'avancer? Si on était seulement 2, on n'aurait pas pu avancer. On aurait été plus réaliste. Si c'est pas le cas, et que c'est l'autre camp qui est minoritaire, on considère que ils ont un calendrier et que chemin faisant, bon, ils peuvent venir aussi, comme ils peuvent ne pas venir. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, toujours sur le cadre de concertation, il y a les dirigeants. Dites-nous,
quels étaient les critères qui ont prévalu au choix des profils que nous avons eus pour les dirigeants du cadre de concertation? On n'a pas eu de critères formels. On a désigné par consensus. Je vais vous surprendre. Par exemple, les démocrates ne voulaient pas la tête du cadre. Ils ne voulaient pas. On a discuté durement. Et nous avons estimé que la tribune de l'Assemblée est une tribune assez forte et qu'on a besoin d'un relais là-bas pour porter nos voix. Mais vous n'avez personne, justement, membre de l'Assemblée nationale dans ce bureau? Non. Ne prenez pas les personnes physiques, prenez les entités. Vous avez compris? Monsieur Azatassou est bien des démocrates. C'est les entités que nous considérons. Donc, en voulant vous parler, je vous ai dit que les démocrates ne voulaient pas la tête. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas évocateur de quelque chose? S'ils ne voulaient pas la tête, est-ce que ce n'était peut-être pas une fuite en avant parce qu'ils estimaient... Ils ont juste voulu faire des concessions. Parce qu'ils ont estimé que... Pour faire une fausse modestie, c'est ça? Non, pas du tout alors. Pas du tout. Ils ont estimé que, pour des raisons de cohésion, ils sont déjà chefs de file de l'opposition et qu'on pourrait prendre le chemin. Non. Une raison de plus. Légalement, c'est vous qui conduisez l'opposition. Mais ils ont quand même 2 dans le bureau, contrairement aux autres. Qu'est-ce que vous appelez 2 dans le bureau? Tchabi Aïe et Azatassou. Non, Tchabi Aïe a occupé un secrétariat. Il n'est pas membre du bureau? Disons, pas à titre délibératif. C'est-à-dire? Lorsque nous voulons prendre les décisions importantes, il sera pas là. Sa voix ne compte pas, sa voix compte comme démocrate. Donc mais nous avons vu que c'est un jeune dynamique permanent, en fait. On l'a appelé secrétaire exécutif. Si nous avons vu que c'est un jeune dynamique, quand on a commencé, tous les papiers, c'est lui, à lui on confiait, mais il a bien fait. Pourquoi voulez-vous qu'on laisse cette compétence-là? On l'a fait comme ça. C'est simplement dit, c'est le fils de l'autre. Hein. Vous savez, il n'y avait que lui pour occuper ce... Vous savez... Lui comme jeune dynamique... Bush a été président. Mais son fils l'a été aussi par la suite. Donc, sur la voie de Bush... Je veux vous dire simplement, ne considérez pas parce que son père a été président, il n'a plus droit à rien. Son père a été président, son père est président du parti, et finalement... Il est le représentant de son père, au fait. C'est ça? Non, pas du tout. Alors. Parce qu'en tant que jeune dynamique, il y en a plusieurs au sein des démocrates. Avant qu'il n'arrive dans la concertation, il était chargé des relations extérieures de leur parti. Bien sûr. Et il n'y a pas de lien. Alors, leur relation avec le cadre, ce n'est pas moins une relation extérieure. Bon. Ah, ben oui. En tout cas. C'est vous qui avez vu le jeune dynamique, très dévoué, il allait, venait au service. Parce qu'on l'a pratiqué. On l'a pratiqué. Bon, déjà moins jeune. Et vous avez dit, bon, vous pouvez occuper ce poste jeune. Vous êtes très dynamique. On n'a pas voulu remettre le poste à un chef de parti. Okay. Vous comprenez? Tous les chefs de parti sont vice-présidents. Oui, mais il y a d'autres jeunes dynamiques, monsieur Après ça, là, oui. Après avoir donné des responsabilités au chef de parti, on a quand même besoin d'un secrétaire exécutif. Mais il n'y avait pas que lui. C'est ce qu'on vous dit. Il a tellement de jeunes dynamiques au parti Les Démocrates. Au parti Les Démocrates. Sinon, ce serait dommage. Parce que monsieur occupe déjà les relations extérieures. Quand je ne vois pas, je n'y crois pas. Quand vous ne voyez pas quoi? C'est lui que nous avons vu à l'œuvre. Les démocrates ne nous ont pas proposé quelqu'un d'autre. C'est lui qui vous a mis à disposition. Dès le départ, il a travaillé avec nous. Il a été, disons, très efficace à la tâche. Pourquoi vous voulez qu'on aille chercher ailleurs? Si on a déjà ce qu'on veut. Donc, c'est pas les démocrates qui l'ont proposé? Pas du tout, alors. Pas du tout. Nous avons commencé, on n'a pas mis le cadre tout de suite. Il y a eu des travaux préparatoires. On a travaillé ensemble pour un certain nombre de choses. Dieu vous a dit depuis Golden Sleep, en passant par les marches des travailleurs, un certain nombre de choses, hein. Et sur tous les chantiers où on l'a mis, il a été efficace. Est-ce que son efficacité était liée au fait que il vous faisait le retour direct du chef de parti plutôt? Pas du tout. Il faisait les rapports à temps.
il préparait les convocations à temps. Et bon. Donc c'est pas parce qu'il facilitait les échanges avec Monsieur Yahya Pas Boni. du tout, pas du tout. Les échanges avec Monsieur Yahya Boni, nous le faisons directement. Les chefs de parti le font directement. Et pourquoi Boni Yahya, en tant que chef de parti, n'est pas dans le bureau comme tous les autres chefs de parti, membres du bureau? Non, écoutez, Monsieur Boni Yahya a 2 casquettes. Il est chef de parti, mais il est ancien président. Vous savez bien. Et si vous suivez un peu l'actualité, les rupturiers ont une haine viscérale quand ils entendent parler de Boni Yahya. Nous n'avons pas voulu leur donner l'occasion d'échapper. Donc, ce sont les rupturiens qui vous dictent ce que vous devez faire. Pas exactement. Vous savez, même dans votre maison, lorsque vous avez 2 enfants, et que il y a toujours un peu de bagarre entre les enfants, vous prenez les dispositions pour qu'il y ait un peu de distance entre eux, et que ça n'arrive plus. On ne veut pas que les rupturiens se cachent derrière la personne Boni Yahya pour continuer ce qu'il faut. Parce que vous le constatez bien, vous n'êtes pas nouveau, vous êtes dans la République. Et parce que hier, Boni Yahya était président et le peuple a dit qu'on ne le renouvelle pas la succession. Non, le peuple n'a pas dit ça. Il a fini cette demande-là. J'ai dit la succession. Ok, d'accord. Je n'ai pas dit Boni Yahya. Nuance, vraiment. J'ai dit la succession. C'est bien lui qui a proposé Zissou. D'accord. Et le peuple a estimé qu'on ne prendra pas Zissou. Vous comprenez? Et comme ça s'est passé comme ça, aujourd'hui, pour la moindre chose, on dit, bon, il n'a pas été bon hier, il n'a pas été... J'ai eu l'occasion de dire à un des leurs un jour, une femme infidèle peut devenir fidèle. C'est-à-dire? Une femme infidèle. Okay. Peut devenir fidèle. Oui. C'est pas parce qu'il est mauvais hier qu'il sera toujours mauvais. Surtout que, pour ce qui me concerne et la plupart des Béninois, lorsqu'on fait une analyse dynamique, lorsqu'on compare ce qui s'est passé en son temps à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le jour et la lune. Hein. Peut-être. Et la nuit, je veux dire. Monsieur Antoine Guédou, vous avez parlé tout à l'heure de jeunes dynamiques et ça m'a piqué au vif parce que lorsqu'on a entendu parler du cadre, on s'attendait à ce que les jeunes soient mis en avant. Finalement, on se retrouve avec un cadre avec à la tête Monsieur Eugène Azatassou d'un certain âge, vous en 2e position, Monsieur Tébé, après, c'est bien après que viennent Monsieur Apollinaire Avognon, Monsieur Tchabiyahi et tout. Pourquoi, je veux dire, ce mépris encore entre griffes pour la jeunesse? Pourquoi pour dynamiser les choses comme vous dites, vous ne mettez pas les jeunes en avant? Si vous voulez, des teneurs de canne, ces jeunes. Si vous voulez l'amener, vous l'appeler mépris, bon, je vous en laisse entière la responsabilité. Mais sachez que nous n'allons pas entretenir le conflit de génération. Okay. Nous voulons juste que les plus expérimentés, je ne veux pas dire les plus âgés, les plus expérimentés prennent le reste par la main. Et nous l'avons d'ailleurs dit au cours de nos discussions, et leur passe le flambeau. Vous comprenez ce que je dis? Et vous savez aussi, c'est ici que vous raisonnez comme ça. Dans certains pays qui aspirent à la même chose que nous, c'est-à-dire le développement, quand on dit tel est à ce poste-là, c'est en fonction de son parcours. C'est en fonction de son CV. Si vous avez 2 CV, vous appréciez. Et vous voyez, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Je vous donne des exemples. Hein. Vous prenez un jeune. D'accord, monsieur, la base de quels critères? Vous avez livré la jeunesse que le président Patrice Talon, à cause de son pouvoir, va détruire très rapidement. Vous pensez que le président Patrice Talon ne peut pas en finir en une bouchée avec les plus expérimentés? Ah non, il faut connaître d'abord ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Quand vous êtes à un poste, même lorsque vous n'avez pas fait, on dit vous avez fait.
Nous avons besoin de protéger nos cadres aussi. Mais vous pensez que depuis 2016, vous inquiétez, d'un certain âge là, vous inquiétez Patrice Talon, vous avez pu faire quelque chose? Non, c'est pas qu'on l'inquiète, mais il ne nous inquiète pas non plus. Mais vous n'avez rien fait. Et vous pensez qu'il inquiète plutôt les jeunes, c'est ça? Ah, mais écoute, faites attention à ce que vous dites. Je vous ai dit, nous avons envie de protéger nos cadres. Et je m'en arrête là. D'accord? L'autre chose, sur la crédibilité des hommes qui se retrouvent à la tête de ce cadre-là, ou sur la moralité de ces hommes-là, les débats vont bon train. C'est vrai que l'opposition ou les leaders de l'opposition sont accusés de tout et de rien. On a ouï dire que monsieur Apollinaire Avognon a été démarché entre-temps par les gens de la rupture. Monsieur Espérance Tébé a été éclaboussé de plein pied après les législatives de 2023. Finalement, est-ce que tout ça mélangé, ça ne vous a pas amené également à les distancer un peu du poste de responsabilité du cadre? Non, ce n'est pas ça. Okay. En réalité, vous savez, le problème de monsieur Tébé, il y a un pan qui dérive d'une ancienne collaboration qui peut être aussi, je ne sais pas moi, pas tout à fait vrai. Ça, il y a un autre qui dérive de sa vie privée. Est-ce que nous allons mettre ça là pour parler de la nation? Tout le problème est là. Mettons chacun à l'expérience. Travaillons avec chacun. Ce que nous avons vécu nous-mêmes, c'est ça que nous allons considérer. Mais ce cadre, normalement, je ne sais pas, ce n'est plus un outil à expérimenter. C'est une arme, normalement, pour 2026. Je comprends plus. On n'a pas dit qu'on veut expérimenter. Non, c'est ce que vous avez dit. Quand vous voyez la coordination du cadre, oui. Vous avez vu 5 personnes. Vous ne citez que 2. Est-ce que ça suffit pour tout arrêter? Alors, est-ce que vous avez écouté Tchabi Sira Korogone? Il vous a presque mis en garde sur un des membres de ce cadre de la coordination. C'est bien de le faire, mais ce pas franchi qui nous laisse constater. Il dit que vous pouvez avoir été infiltré tout simplement. Non, écoutez, lui, il a vécu, il a dit. Mais nous n'avons pas encore vécu. Qui nous laisse le temps de le faire? Vous êtes dans le déni ou dans le fait de minimiser quelque chose qui peut quand même vous être fatal, parce que ce cadre de concertation, ce n'est pas pour de la rigolade, monsieur Guédou. Ce que je vous dis là, oui. Vous ne pouvez rien faire si vous vous entourez de suspicion. Il faut écarter tout ça là et chercher à aller de l'avant. Mais est-ce qu'on Ceux dont vous parlez là, ils ont entendu. Une raison de plus pour qu'ils fassent attention. Vous comprenez ce que je dis? Mais moi, je n'ai pas à rentrer dans les conflits de M. Tébé et de M. Korogone. Il vous a donné sa version. Vous avez écouté la version de M. Tébé? Peut-être que c'est 2 choses qui ne se rapprochent pas du tout. M. Tébé peut dire la même chose de lui. Mais nous ne voulons pas rentrer dans ce conflit. Je vous réitère ça. Mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Vous ne pensez pas que c'est préjudiciable pour vos objectifs? Parce que si c'était vrai, c'est très bien fait d'utiliser si. Si on doit se contenter de si, Paris sera dans une bouteille. Non. Et vous serez heureux d'être... Nous ne travaillons pas sur des hypothèses. Vous serez heureux d'être dans une bouteille? Nous ne travaillons pas sur des hypothèses. Peut arriver. Nous travaillons sur des réalités que nous avons vécues. Je vous ai dit. Korogone a dit. Tébé aussi a sa version. Nous voulons faire notre expérience. On peut s'en tenir à ça. Oui, je vous écoute. Monsieur Guédou, vous avez longtemps, pour vous avoir reçu plusieurs fois, dit que ça ne se passait pas
excellemment bien avec le parti, les démocrates. Finalement, vous vous retrouvez entre griffes à la tête, sinon au cœur de ce cadre de concertation. Est-ce que vous espérez vraiment que les petits couacs d'antan ne seront pas transposés aujourd'hui pour paralyser ce cadre de concertation et ses objectifs? Une société où ça se passe bien. Même le président Patrice Talon qui distribue des prébendes, ça ne se passe pas bien dans son camp, toujours. Hein. Ça ne se passe pas bien dans son camp. C'est humain. Et nous ne pouvons pas voir les choses de la même manière. Les démocrates ont leur façon de voir. Moi aussi, j'ai ma façon de voir. Ce qui est plus important, c'est ce sur quoi on peut s'entendre. Vous ne pouvez pas dire parce que il y a un truc sur lequel vous ne vous entendez pas, parce que vous leur reprochez ceci, voilà, ça ne va plus. Non. Oui, mais ils sont peut-être, Antoine Guédou, ils sont peut-être mauvais sur un point. Je dis peut-être. Mais ils sont, de l'autre côté, très bons sur d'autres. Ben, il semble que, pourquoi vous voulez qu'on considère seulement que vous ne prenez pas en compte le fait que, sans doute, vous n'avez pas le droit d'échouer. Si vous échouez, vous n'aurez rien réussi sous Patrice Talon. Nous n'échouons pas. C'est pas ce que je vous souhaite. Et on est à un an de 2026. Si vous voulez faire des expériences, si vous voulez faire, vous voulez aller à l'aveuglette. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit que nous voulons faire des expériences dans nos objectifs. Ça en a tout l'air. Mais, quand on nous dit, telle personne va trahir, telle personne ce n'est pas l'objectif. Il semble que c'est des précautions dont vous auriez dû vous entourer avant même d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Sur quelle base? Donc, c'est pas nécessaire. Des racontars. C'est ça, vous pensez? Moi, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne sur la base des preuves. Je fonctionne sur la base du droit. C'est pas parce que, écoutez, vous avez suivi, par exemple, ce qu'on a dit, et de M. Tébé sur sa vie privée, quand il a porté plainte. Les gens ont fondu en excuses. Si on avait pris ça là pour travailler, on serait quoi aujourd'hui? On aurait avancé? C'est vrai. Non. Nous allons fonctionner sur la base des preuves que nous avons, des réalités que nous avons vécues. Mais pas sur la base des gens qui parlent pour détruire. Peut-être, je dis peut-être, hein. Nous ne pouvons pas faire ça. Alors, puisse vous demander les éventuels quoi qui peuvent arriver du moins, étant donné que tout ne se passait pas déjà bien pour l'existant. Chaque entité de son côté, les démocrates n'étaient pas les mieux portants de l'opposition, peut-être un peu moins vous. Alors, vous mettez en même temps vos forces et vos faiblesses ensemble. Est-ce que vos faiblesses vont pas surpasser vos forces pour, disons, tout coller? Si vous voulez faire ces petits calculs-là, vous ne ferez rien. Vous avez compris? On a besoin d'être courageux à un moment donné pour avancer. Qui est courageux finalement parmi vous? Tout le monde. Tout le monde. Vous pensez que moi, je n'ai pas de défauts que les démocrates peuvent me reprocher? Moi, je vais trouver peut-être que ce n'est pas des défauts. Et sur cette base-là, il faut se parler, il faut se concerter. Il faut s'entendre sur un minimum et avancer. Pour avoir été au fait de plusieurs tentatives avortées de ce cadre de concertation de l'opposition, dites-moi, Monsieur Guédou, si finalement ce cadre de concertation de l'opposition a vu le jour, il volera sous le leadership de qui ou de quel groupe politique? Écoutez, vous parlez de tentatives avortées. C'est ça, non? Parce qu'à un moment donné, les leaders politiques associés à cette initiative n'ont pas su faire abstraction de leurs intérêts ou de leurs égos. Maintenant, finalement, que ce cadre a vu le jour, je n'en parlerai pas, vous savez bien que je n'en parlerai pas. Monsieur Guédou, ce cadre a vu le jour aujourd'hui, le cadre volera sous le leadership de qui? Je vais vous dire ceci. Oui. Lorsque vous avez un projet, vous faites des études, pour mûrir la chose. Si faire ça, c'est faire économie d'adhésion, bon, d'accord. Mais pourquoi voulez-vous que de grandes personnes, lorsque nous voulons mettre en place un outil aussi important, que tout de go, tout le monde accepte? Non, il faut poser les préalables, discuter. D'ailleurs, la première ligne de nos objectifs, oui,
c'est privilégier la concertation et le dialogue. C'est ce que nous avons fait avant et c'est ce que nous ferons pendant. Dialogue entre vous ou avec le pouvoir? Non, écoutez. Vous voulez que je vous lise ça? Non. Vous avez dit, déjà entre nous. Déjà entre nous. On a bien dit faciliter le dialogue et la concertation entre les différentes composantes de l'opposition. Vous avez mieux compris? Je vous lis exactement ce qui est écrit. Déjà entre nous, mais au-delà de nous, puisqu'il s'agit d'un problème de la nation, nous devons aussi privilégier le dialogue avec ceux qui ont la gouverne du pays. Mais c'est là, s'ils ne veulent pas dialoguer, que chacun campera sur sa position. Alors, si vous permettez, c'est quoi l'agenda? Ah, c'était ma question. Voilà. Oui, c'est quoi l'agenda du cadre? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Après avoir fini de parler, de dialoguer entre vous, ce sera quoi la prochaine étape? Parce que les élections, c'est en 2026, là. Non, écoutez. Oui. Et pas plus tard qu'avant-hier, on s'est réunis encore. Ok. Nous sommes conscients de ce que vous dites là. Mais nous avons formalisé le cadre. Formalisé, vous avez enregistré ça au ministère de l'Intérieur? Alors, quand je parle de formaliser, c'est formaliser. Au ministère de l'Intérieur, le cadre ne sera pas enregistré. C'est clair. Parce qu'il y a de débats là-dessus également. C'est pourquoi j'ai voulu que ça soit clair. Qui parle de débat? Ah ben, vous avez entendu. Mais dites-moi la personne, là, vous avez mieux me situer. Vous avez entendu les éléments dites-moi la personne. De la rupture dit que, eh bien, la loi Bénin ne permet plus ce genre de choses comme un cadre. De quelle loi ils parlent? Eux-mêmes, ils ne connaissent pas la loi. Allez lire l'article 30 de la Charte des partis politiques. L'article dit bien qu'il peut y avoir collaboration, coopération entre partis et prévoir même des transferts de ressources pour ça. Celui qui en parle ne sait pas de quoi il parle. On ne parle pas parce qu'on veut parler. Ok, l'agenda, c'est quoi le premier chantier? Notre premier chantier, c'est le code électoral. On y est. Notre deuxième chantier, c'est le vivre ensemble dans le pays. Et notre troisième chantier, c'est la libération des prisonniers et le retour des exilés. Sur le Maintenant, point, le détail, nous nous réunissons déjà pour voir qu'est-ce qu'on fait en détail et comment on y va. Est-ce que vous n'avez pas oublié un? Lequel? Le fichier. Le fichier électoral. C'est pas important? Oh, le fichier électoral, ça fait partie de, quand on dit code électoral, c'est l'annexe, hein. Ah bon? Oui. Alors, sur, justement, cette relecture consensuelle du code électoral que vous annoncez, l'audit participatif du fichier électoral, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Parce que je me rappelle, il y a près d'un an déjà maintenant, que le Parti des démocrates était allé voir monsieur le président, le chef de l'État, Patrice Talon, et avait demandé l'audit du fichier électoral, et pour montrer sa bonne foi, il a dit qu'il était même prêt, qu'il s'engage, et qu'il était même prêt à le financer. Aujourd'hui, cet objectif d'auditer le fichier électoral, il revient au niveau du cadre. Comment est-ce que tout ça sera articulé, monsieur Guédou? L'audit du fichier électoral est une question technique. Et c'est pas parce que le président Talon a accepté de financer que dès le lendemain, la mise en œuvre aura lieu. On a dû prendre des techniciens pour voir tous les aspects de la chose. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes associé? Ça a commencé? Bien sûr. Ça a commencé? Bien sûr. Nous n'avons pas commencé l'audit, mais les préparatifs sont terminés. Okay. Et nous avons envoyé un courrier au président de la République pour dire nous sommes maintenant prêts. Maintenant, on l'attend. Préparatifs à votre niveau, au niveau de à notre niveau, mais on va pas sauter dessus comme un chat qui veut attraper une souris. C'est pas de ça qu'il est question. Il y a des préalables techniques qu'il faut d'abord faire. Et que vous a répondu le chef de l'État depuis le courrier? Oh, ça fait à peine 3 jours. Ah, d'accord. Il n'a pas que ça. Il n'a pas encore reçu ça. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas reçu. Peut-être. Mais j'ai dit qu'il n'a pas que ça dans son agenda. Ah. Comment vous faites pour lui mettre un peu de pression? Parce que je ne sais pas si c'est moi qui ressens la pression, mais on est à la porte de 2026. Et si relecture ou audit il doit y avoir... Je vais vous dire ceci que j'avais dit par ailleurs sur une antenne. J'ai dit
En 2019, le pays était véritablement perturbé. Le président Patrice Talon est passé par des sages pour apaiser tout le monde. Après quoi, lui-même, il est sorti pour dire « Ne brûlez pas ce pays que vous aspirez à diriger. » Il y a toujours des élections. Nous avons essayé d'entendre raison. Et ce que je voudrais dire à votre micro aujourd'hui, c'est que nous voulons espérer que le président Patrice Talon sera dans la même prédisposition, qu'il nous avait mise en 2019, pour ne pas brûler ce pays qu'il a dirigé pendant 10 ans. Vous comprenez? Moi, je ne détache pas, ou du moins je détache clairement l'audit du fichier électoral, du code électoral. Ce sont deux grands chantiers. Alors, le code électoral, c'est encore plus énorme de mon point de vue et très gigantesque par rapport à vos moyens. De quels moyens vous disposez pour ramener, disons, l'Assemblée nationale à un réexamen de ce code électoral? Nous comptons sur une seule chose. Le patriotisme du chef de l'État. Le chef de l'État. Et l'esprit d'homme d'État. Il vous dira qu'il n'est pas député, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Il n'est pas député, il a l'initiative des lois comme l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais fait preuve de bonne foi pour faire relire ce code électoral. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous comptez sur le patriotisme de M. Patrice Talon? Nous comptons sur son patriotisme et sa qualité d'homme d'État. On ne peut pas ne pas le faire. Vous comptez là-dessus depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Donc, du coup, on n'avance pas, monsieur Guédou. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, c'est tout ce que le cadre a. Non, qu'on aille prendre les armes, c'est ce que je vous demande. Mais c'est les moyens. Qu'on renonce aux élections. Qu'est-ce que vous nous proposez? Mais c'est pas à nous de proposer. Est-ce que vous démarchez, par exemple, les autres députés de la mouvance pour les convaincre de l'opportunité? Ou si on doit parler patriotisme. Tu ne peux démarcher aucun député. Si tu démarches Patrice Talon, c'est encore mieux pour toi. Tu vas les démarcher en gros. C'est lui. C'est lui seul qui a la direction. C'est que vous parlez comme si vous n'êtes pas dans le pays. C'est lui et lui seul. Alors, donc, finalement, vous n'avez rien? Non, attendez, s'il vous plaît. On n'a rien comment. Dès lors que vous êtes minoritaire, vous savez bien que vous n'avez rien. Mais ce que nous avons aujourd'hui, nous avons la minorité de blocage. Et nous sommes persuadés que le président Patrice Talon ne peut pas aller au 3e mandat tant que cette minorité n'est pas levée. Bon, disons peut-être que ça, c'est acquis. Encore que vous nous disons que c'est acquis, n'est-ce pas? Mais alors, par rapport au code électoral, c'est tout ce dont vous disposez, la bonne volonté, la bonne foi du chef de l'État, sa dimension d'homme d'État. Je vais vous dire ceci. Parce que ça, vous l'avez expérimenté comme nous parlons de la nation. Oui. S'il vous plaît. Oui. La nation, c'est à nous tous. Et là-dessus, ne nous demandez pas d'aller, je ne sais pas, faire de l'illégalité. Non, en dehors de l'illégalité, quels sont les moyens de pression dont vous disposez? Nous avons déjà mis un cadre. Vous suivez? Vous allez voir les jours à venir ce qu'on peut faire. Vous voulez que je vous dise ici tout ce que nous avons prévu? Et sans que quand mais nous, la société civile en a parlé. Vous ne nous rassurez pas quand on vous entend, en fait. Vous voulez quoi? Vous comptez sur la bonne foi du chef de l'État et la volonté du bon Dieu. C'est très léger, monsieur Guédou. Je vais vous rassurer en disant, s'il n'avance pas, nous allons le tirer. C'est ça ce que vous voulez que je vous dise? Non, loin de nous, cette idée. Vous me faites rire. Il a ses prérogatives qu'il faut respecter. Maintenant, s'il ne veut pas avancer,
chacun restera campé sur sa position. Mais on connaît votre position, on connaît ta position. Ce n'est pas bon pour la nation. C'est pourquoi j'ai dit, nous espérons qu'il sera dans la même prédisposition qu'il nous a conseillé en 2019. Monsieur Antoine Guédou Vissetogbe, oui. Vous avez fait l'expérience des élections législatives de 2019, soldées par un parlement dont vous connaissez la couleur, tout le monde connaît la couleur. Donc, Patrice Talon ne s'embarrasse pas que vous soyez là, que vous comptez ou que vous ne comptez pas. Vous le savez, non? Et quand vous revenez dans cette même posture, il y a un problème, Monsieur Guédou. Vous savez. Oui. C'est vrai, on avait eu un parlement qui a donné ce que ça a donné. On a participé à une élection où on a eu des résultats qui ne sont pas du tout à la hauteur de nos attentes. Mais nous avons tiré les leçons nécessaires. Et ne me demandez pas de venir vous étaler sur un plateau les dispositions que nous allons prendre. Vous dites que vous allez camper sur vos positions. Je dis, Patrice Talon, il s'en fout de vos positions. Ça va se solder par un parlement monocolore encore une fois. Nos positions, ouais, c'est que nous ne laissons pas passer ce que lui veut. Monsieur, cette fois-ci, vous ne laisserez pas passer. Nous ne laissons pas passer ce qu'il veut. Mais vous avez toujours dit ça. La classe politique opposée à Monsieur Patrice Talon, sinon à la gouvernance de Monsieur Patrice Talon depuis 2016, a suffisamment montré ses limites. Est-ce que aujourd'hui, au-delà d'expérimenter la classe politique, le cadre de concertation se positionne de telle enseigne que il va pouvoir ratisser l'âge et associer d'autres acteurs, peut-être ceux de la société civile, pour se faire davantage entendre? Parce que si vous me dites que, Monsieur Guédou, que vous comptez sur la bonne foi ou sur le patriotisme, c'est très léger. Nous avons dit, ne faites pas le sourd, qu'il faut privilégier le dialogue et la concertation. Et ce qui est dedans, nous le savons bien. C'est pas sur un plateau que je viendrai vous dérouler nos stratégies. Non. Soyons d'accord sur le principe. Nous disons, nos principes, ce que nous voulons faire, nous savons, voilà ce que nous voulons faire. Maintenant, les moyens pour y aller, c'est autre chose. C'est d'aventure, les députés de la mouvance ne cédaient pas sur la relecture du code électoral. Qu'allez-vous faire? Que va faire le cadre? Vous pensez que eux, ils peuvent avoir les 20% dont ils parlent là? Par circonscription électorale? Mais restez, vous allez voir. Quelqu'un parmi eux ils ne peuvent pas avoir dans toutes les circonscriptions électorales. Quelqu'un parmi eux, notamment Monsieur Orden Aladati, a déjà dit que si aucun parti n'a les 20%, que les élections seront reprises. Donc, est-ce que déjà vous positionnez les élections seront reprises pendant combien de temps et par qui? C'est là toute la question. Et c'est pas prévu dans le code, d'ailleurs. Oui, c'est pas prévu dans le code. Mais ce qui est prévu par la Constitution, c'est que dans le temps, il y a quelqu'un qui a fini son mandat et qui doit partir. C'est ça. Et on ne permettra pas à la Cour de faire jouer son pouvoir, un pouvoir discrétionnaire là. Parce que son pouvoir discrétionnaire commence là où les tests s'arrêtent. Et si la Constitution dit clairement, il a 2 mandats, il finit à tel moment, il va s'arranger pour organiser les élections dans ce délai-là. Donc, si je vous résume, c'est un chaos en téléchargement sans doute et vous allez accompagner ce chaos. Je vous ai dit que nous espérons que le président Patrice Talon sera dans la même prédisposition que nous en 2019. Le chaos, c'est lui qui le télécharge. Et nous le savons bien. Toutes les couches sociales le savent, non? Vous entendez les gens parler dans le pays. Mais s'il le télécharge, si on dit tout, et qu'il ne veut pas, on laissons-le avoir les 20%. Partout. Mais si vous ne participez pas aux élections... On n'a pas dit qu'on ne veut pas participer aux élections. Non, si on ne relit pas le code électoral... Oh, mais on n'a pas dit si c'est avec le code électoral relu qu'on sera aux élections. On n'a jamais dit ça. Donc, relu ou pas, vous irez aux élections. Je vous rassure qu'il n'y aura pas de politique de chaise vide. Nous allons expérimenter ce qu'il dit là, et il verra les résultats. Maintenant, qu'allons-nous faire des résultats? C'est là le vrai problème. Parce que, vous savez, on fera les législatives, on va donner les résultats,
pratiquement à 3 mois de sa sortie. S'il pense qu'avant de sortir, il peut organiser encore rapidement une autre élection, on va le voir faire. C'est lui qui télécharge le chaos. Vous savez, pour tout le temps que moi j'ai eu à faire de mémoire d'intellectuel, quand vous voulez faire des prévisions, vous prenez comme base les résultats, les statistiques du passé. Mais depuis, on a commencé les élections, 90 à aujourd'hui, personne n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais le type dit que c'est ça qu'il veut faire. J'ai même dit sur une radio, votre papa est malade, vous allez voir un charlatan, un guérisseur, et il vous dit, bon, je vais vous faire un ingrédient, et il va guérir. Mais ce que vous allez chercher pour m'accompagner, c'est une cuisse de poisson. Or, il sait bien que le poisson n'a pas de cuisse. On laisse le faire. S'il veut tuer la nation, on lui laisse entière la responsabilité. J'aimerais quand même vous poser la question de savoir, aujourd'hui, à l'observation, finalement, que sont les forces du cadre de concertation et quelles sont ses faiblesses? Vous savez, le cadre de concertation, quand vous voyez les entités qui le composent, chacun a ses forces sur le terrain. Les faiblesses, on les prend de façon isolée. Ils sont pas forts partout. Mais quand on se met ensemble, nous ne croyons pas que la mouvance puisse avoir 20% partout et que nous n'ayons pas. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui. L'autre faiblesse qui peut arriver, c'est la division. C'est la division. Mais vous voyez bien que ils le font, ils ne réussissent pas encore. Nous résisterons.